Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de BX Foot pour la toute première émission de l'année 2018. Et pour marquer le coup, on aura l'honneur et le privilège d'accueillir ici deux figures emblématiques du football bruxellois. Pour bien débuter cette nouvelle année, on a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Richard Burgot, le capitaine du Royal Léopold, alors qu'à ses côtés, on retrouve Sanarib Malki, international syrien, qui connaît le football bruxellois comme sa poche, et évidemment l'indéboulonnable, l'indétrônable David Dupont en tant que consultant. Et d'ailleurs, David, c'est avec vous que je vais débuter notre émission. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir avant la fin de l'année 2017 et donc j'ai pas eu l'opportunité de vous demander quel était votre meilleur souvenir de cette année 2017. Mon cher Kevin, meilleurs vœux tout d'abord. C'est gentil, merci. Commençons sur une bonne note. Je vous dirais que mon meilleur souvenir, en tout cas mon coup de cœur personnel, c'est le retour du RODM qui joue les premiers rôles. D'abord le titre, la saison d'avant en D3 amateur et actuellement la première place en D2 amateur. Je sens qu'on va bientôt avoir de nouveau un grand derby bruxellois, voire même deux, si l'Union continue dans sa bonne spirale. Et alors, est-ce que, à l'inverse, vous avez une petite déception de cette année 2017 ? Le petit point noir et ma petite tristesse personnelle, c'est la disparition du White Star. Moi, j'avais très bien connu le club à l'époque où il était au Stade Fallon à Woluwe. C'était un club hyper sympathique avec Matzou, plein de joueurs bruxellois et ils étaient quand même aux portes de l'AD1 à ce moment-là. Puis il y a eu un rachat, il y a eu un club qui part en déliquescence. À la fin, ça ressemblait davantage à un club Playmobil qu'autre chose. Et voilà, ça reste pour moi une perte dans le paysage bruxellois. On va aborder maintenant Richard Burgot et je vais rester avec vous, David, parce que pour ceux qui ne le connaîtraient pas suffisamment, comment est-ce que vous pourriez le décrire ? Richard, c'est une personnalité, un mec respecté, je pense tant sur le plan humain que sportif. Et moi qui suis quand même le foot régional et bruxellois depuis quasi 20 ans, je dirais que si je devais sortir un joueur bruxellois qui n'a jamais joué au plus haut niveau, le meilleur sur les 20 dernières années, pour moi c'est Richard. Afin d'en savoir un petit peu plus au sujet de Richard Burgot, notre journaliste Raphaël Blanc-d'Amour s'est penché sur le sujet et nous a concocté un petit portrait. Dans les yeux de Richard Burgot, il y a 32 ans de foot, 32 ans de souvenirs, de buts, de victoires et de défaites, de joie et de frustration. Pour commencer, l'enfant qu'il était ne rêvait que d'une seule chose, intégrer le prestigieux Sporting d'Anderlecht. Je suis à côté de Parakou qui a quand même gagné les Jeux Olympiques avec le Ghana. Baba Hierro aussi. Prêté une première fois pour une saison, il ne reviendra pas à Anderlecht, trop bouché selon lui, et préféra aller jouer du côté de clubs plus modestes, notamment du côté néerlandophone. J'ai fait pas mal de clubs, je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais je sais que j'en ai fait pas mal. Je me suis attardé longtemps ici au Léopold. Parce que je me suis attaché aussi avec le président qui est une personne extraordinaire, surtout dans le monde du football. Et après toutes ces années, encore avoir cette envie et ce courage d'être encore président, je le félicite. Ce qui frappe chez ce joueur, c'est avant tout son esprit sur le terrain, davantage tourné vers l'équipe et le club que vers l'exploit personnel. J'étais plus content d'un assist que d'un but. Mais bon, j'ai quand même un petit sens du but quand même malgré tout, donc minimum par année je mettais une dizaine de goals, si pas plus. Mais hors du terrain, Richard Burgot reste également un joueur précieux, humble et rempli d'expérience. Avant tout, c'est d'abord un clubman. C'est pour ça déjà que j'ai orienté vers ce club, parce que le Léo est un club où on aime avoir des clubmen. Et deuxièmement, c'est un joueur qui est techniquement très fort et c'est pour des joueurs comme ça qu'on vient au stade voir des matchs. Surtout celui-là, il me fait vraiment plaisir cet article-là. Parce que c'était le top 10 des joueurs en 10 ans de la provinciale. Et voilà, et je suis content d'être à côté de joueurs comme Bernard Alou, Etienne Madawa. Si l'attaquant plusieurs fois projeté en meilleur joueur de saison, Bruxelles a consacré une large partie de sa vie au football, cette année sera celle où il raccrochera les crampons. Maintenant, un jeune sait tout faire. Donc quand on essaie de lui donner un conseil, déjà, il le prend mal, donc c'est très dur de discuter maintenant avec un jeune et de lui dire que c'est pour son bien, en fait, au bout du compte, que moi, en fait, ma carrière est derrière moi et je m'en fous, en fait. Et 3 démons vers le bas, ce qui signifie en fait le bien et le mal, en fait. Une certaine lassitude compréhensible pour un joueur qui a vu évoluer le football vers d'autres valeurs que les siennes. Richard, quel regard est-ce que vous portez sur votre carrière ?
Comme il le dit, je pense d'émotion et de déception aussi, parce que le foot accumule les deux sensations. Donc oui, la déception de ne pas avoir eu cette chance d'aller jouer un peu plus haut pour prouver mes qualités. D'une autre part, beaucoup d'émotions quand on gagne un titre de champion et qu'on vit une longue période en tant que clubman dans un club et connaître voilà, beaucoup de gens qu'on n'aurait pas connus si on aurait été professionnel, en fait, au bout du compte aussi. Et justement, je vais rebondir sur cette déception qui a marqué votre carrière, de ne pas avoir su franchir le cap chez les pros. Justement, qu'est-ce qui vous a manqué? Ça, c'est plus les coachs et les entraîneurs que j'ai eus à l'époque qui pourront vous le dire. Moi, personnellement, je pense que j'avais peut-être les qualités. Je ne saurais jamais d'ailleurs, parce que bon, au bout du compte, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas si on avait les qualités ou pas. Mais j'aurais voulu avoir la petite chance de le savoir, en fait, d'essayer. Et si j'étais pas bon, là, je l'aurais su, voilà, concrètement et sur le terrain, en fait. Dans le sujet, vous dites aussi que votre carrière est derrière vous et pourtant vous êtes toujours bel et bien actif du côté du Léo en ce moment. Alors c'est quand même quelque chose de spécial, cette longévité, c'est aussi une fierté, non? Oui, c'est une fierté de pouvoir jouer encore à 40 ans. C'est clair qu'il y a beaucoup d'amis à moi qui ont été très bons, qui ont joué plus haut, qui ont arrêté par des choix familiaux, par la fatigue du corps. Et c'est vrai que c'est une fierté de dire à 40 ans, je suis encore là, voilà, je suis encore assez fit, je cours sur le terrain. Voilà, est-ce que je suis bon ou pas, ça c'est encore le coach qui doit en décider. Mais ouais, c'est une fierté, oui. Est-ce que l'âge change votre manière de jouer? Oui, parce que voilà, j'étais un joueur beaucoup plus personnel, on va dire, à l'époque. Voilà, je pensais plus à mes exploits individuels, comme un peu maintenant les jeunes font, mais voilà, tout en restant dans le collectif et en apportant justement la victoire pour l'équipe. Et maintenant, on joue beaucoup plus malin, on gère mieux ses efforts, on sait quand y aller, quand pas y aller, on joue beaucoup plus simple. Et oui, on essaie de moins se fatiguer pour être optimal pour terminer le match et pour apporter justement encore un plus à l'équipe. Sana, est-ce que cette longévité, ça vous impressionne? Ouais, ça m'impressionne parce qu'à 40 ans, et surtout pour un joueur offensif, quoi, parce que on demande beaucoup, il y a beaucoup de pression pour les joueurs offensifs parce que si tu marques pas, si tu fais pas d'assist, après 5-6 matchs, l'entraîneur il va penser, bon, on va ramener du sang frais, peut-être c'est la fin de parcours pour le joueur, et des choses comme ça. C'est vraiment impressionnant à 40 ans, tu vas avoir la ligne. Est-ce que vous voyez, vous aussi, encore jouer à 40 ans, donc encore plus ou moins 7 ans? J'espère, hein, en tout cas. Richard, vous avez... Oui, c'est ça, vous dites pardon, dans le sujet que vous êtes déçu actuellement par la jeunesse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, la jeunesse actuelle? Qu'est-ce qui vous déçoit chez les jeunes footballeurs? Ils ont plus cette grinta que nous on avait à l'époque. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, peut-être que d'autres personnes n'ont pas le même point de vue que moi, mais je pense qu'ils n'ont plus cette grinta, cette envie, cette rage. Et ils ont tout trop facilement, en fait. Tout est trop vite acquis. C'est peut-être la faute aussi des parents qu'on n'a pas eu la chance d'avoir ce qu'ils ont maintenant. Donc de leur donner ce que nous, on n'a pas eu. Donc ça leur facilite la tâche. Et je trouve que oui, ils donnent plus à fond. Ils abandonnent très vite, en fait. Dès que ça va pas, on abandonne, on arrête. On dit on va plus s'entraîner, j'arrête, je change de club. Il n'y a plus cette envie de montrer, de dire non, moi je suis capable, moi je peux le faire. Et de démontrer aux personnes qu'on en est capable. Et ça, c'est que mon point de vue. Voilà, vous évoquez aussi une perte de valeur. Oui, il y a une perte de valeur, comme je dis, et ça revient toujours à la même chose. La facilité de nos jours aux jeunes d'avoir tout ce qu'ils veulent. Et ça fait qu'ils ne se donnent plus pour avoir... Nous, par exemple, je vais donner un exemple. Nous, pour avoir quelque chose, on devait le mériter, en fait, voilà. Maintenant, de nos jours, bon, c'est pas grave, on va quand même lui donner ça parce que, voilà, c'est notre enfant, nous, on n'a pas eu. Et on a toujours des excuses pour leur donner ça. Nous, avant, ils n'avaient pas les moyens ou c'était plus dur à avoir. Donc, on avait cette envie d'aller chercher. David, un avis sur cette perte de valeur ou
C'est ce que vient de dire Richard. Mais pour embrayer sur ce que dit Richard, je pense qu'au-delà de l'aspect individuel du joueur, je crois que c'est plus globalement, il y a moins d'esprit d'équipe dans les clubs de nos jours. C'est-à-dire au début où Richard a commencé à jouer en équipe première, eh bien, les joueurs avaient l'habitude de rester après un entraînement, rester après un match, boire un godet, sympathiser, faire un peu de team building en dehors, se voir, nouer des liens d'amitié. Je pense que malheureusement cet esprit-là s'effiloche un petit peu, les buvettes sont moins en moins pleines. Maintenant on s'entraîne, on prend son sac, on est parti et on communique davantage. Enfin, c'est un peu lié à la génération réseaux sociaux, hein. Je veux dire globalement tout est pareil. Richard, j'ai cru aussi comprendre que vous ne vouliez pas devenir entraîneur à l'avenir. Ça fait partie d'un dégoût un petit peu global? Il y a une fatigue du football, il faut bien comprendre que je joue depuis l'âge de mes 8 ans, où c'était des entraînements quasiment tous les jours, puisque à Anderlecht, voilà, il y avait des entraînements répétitifs. J'ai joué au mini-foot aussi en même temps, donc une accumulation de trop plein de football fait qu'il y a un dégoût de football aussi. Pas dans le sens de jouer au football pour le plaisir, mais comme a dit Malky tout à l'heure, je pense qu'en tant qu'attaquant, on a tout le temps cette pression de marquer, de prouver, de ne pas être ridicule sur un terrain, et ça fatigue en fait au bout du compte. Et le fait de devenir entraîneur aussi, je pense que c'est se remettre une pression de nouveau, où on doit obtenir des résultats, voilà, un entraîneur, dès que ça va mal, c'est lui qui paye les pots cassés, alors que peut-être c'est le groupe aussi qui est défectueux. Donc, se remettre dans ce bain et repartir dans cette tripe de stress et de... Voilà, je commence à être fatigué en fait. Et ça veut dire que vous allez a priori arrêter, au terme de votre carrière, vous ne ferez plus rien dans le monde du football bruxellois? Bon, ma compagne me dit tout le temps, oui tu dis ça, mais bon, après un an, tu vas revenir parce que c'est ta passion et peut-être c'est possible. J'y crois pas trop parce que là vraiment, je suis vraiment bloqué. Mais peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'après un an, ça va manquer cette envie de football. Parce que bon, ça se perd pas, c'est une passion, l'air de rien. Et peut-être qu'elle a raison, mais je pense pas. Je pense que j'arrêterai complètement. Pour conclure avec vous, Richard, quelle est finalement votre plus grande fierté tout au long de votre carrière? Ma plus grande fierté... Votre plus grand regret, je pense qu'on l'a compris, c'est de peut-être pas avoir passé le cap, de ne pas avoir eu ce brin de chance. Voilà, peut-être. Mais la plus grande fierté, finalement, en 30 ans de carrière, il y a bien un ou deux événements qui ressortent. Je pense, en restant modeste, que dans chaque club que je suis passé, j'ai jamais déçu. Je pense que je peux dire ça en fait. Et je pense que David sera d'accord avec vous là-dessus. Tout à fait, c'est ce que je t'avais dit. Exactement, c'est pour ça que je Hors rebondis. studio. C'est pour ça que je rebondis en vous souriant. On va désormais aborder eh bien, une autre trajectoire d'un footballeur bruxellois, celle de Sana Malky. Alors, Sana, est-ce que vous pouvez brièvement vous présenter à nos téléspectateurs qui ne vous connaissent peut-être pas encore? Mon nom c'est Malky Sanarib. Je suis né en Syrie, je suis venu ici en Belgique, à Bruxelles, à l'âge de 6 ans, à Jette. Et j'ai commencé le football à 15 ans, ce qui est très tard. C'était en deuxième provinciale à ce moment-là, le club de Jette. Et j'avais toujours des amis, ils disaient ouais, tu joues trop bien au parc, pourquoi tu viens pas essayer? Et moi j'arrive là, l'entraîneur me dit d'où tu viens, où tu as joué? Je lui dis j'ai joué dans la rue et au parc. Quoi. Et lui il commence à rigoler. Et on était scolaire B, on joue contre les A, enfin pour un test quoi. Et il me demande où tu veux jouer. Et moi je dis moi j'aime bien marquer les goals quoi. Et il me met en attaque. Et après ça a été très vite quoi. Et ils m'ont pris dans l'équipe et ils étaient contents. Pour donner une meilleure idée à nos téléspectateurs de qui est réellement Sanarib Malky, je vous propose de visionner une compilation de certains buts inscrits par notre invité. C'est une compilation qui a été faite par Raphaël Blanc-d'Amour.
David, dans cette compilation, on sent vraiment le sens du but de Sana. Je crois que c'est ce qui le caractérise depuis ses débuts. Je me souviens avoir écrit à l'époque le premier article concernant quand il joue au SCUP et je pense que Malky s'est infusé dans le monde du foot. Hein. C'est une histoire qui n'arrivera pas 10 fois. Sana, vous l'avez dit, vous êtes belge mais d'origine syrienne. Vous avez tout un temps voulu défendre les couleurs des Diables Rouges. Ça ne s'est pas fait et finalement vous avez opté pour la Syrie. Qu'est-ce qui a bloqué au moment de ce choix que vous avez dû effectuer à un moment de votre carrière? En fait, à ce moment-là, j'étais meilleur buteur belge en Belgique. J'avais 16 buts, je pense, à cette période. Et quand tu marques beaucoup de buts, tu as l'intérêt des équipes internationales, quoi. Et à ce moment-là, la Syrie est venue en même temps que la Belgique. Et j'étais parti une semaine, je pense, à Malte, avec Kompany, Fellaini, cette génération, qui devait aller aux Jeux Olympiques. Et à ce moment-là, j'étais un des plus vieux parce qu'il pouvait prendre un joueur en plus que 23, je pense, ou quelque chose comme ça. Et il m'avait pris avec, et à ce moment-là... Quand vous dites il, c'est René van der Eycken à l'époque? Oui, c'était De Sar qui était entraîneur des espoirs. Et Van der Eycken était aussi là au camp, quoi. Et on fait un match amical contre Malte. J'avais joué la deuxième mi-temps, je pense, et on gagne 2-1, je marque un but. Et après, je m'attendais à avoir une sélection, quoi, au moins être dans les 18. Et là, j'étais dans les 24, ça veut dire il devait y avoir un jour blessé pour que je puisse rentrer dedans, quoi. Et comme je me disais, tu as 24 ans, joueur international, tu as peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça, pas plus. Et je me dis, tu dois faire un choix. Et à ce moment-là, je vais aller aux qualifications avec la Syrie. C'est pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique en Afrique du Sud, pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. J'ai été voir, il y avait beaucoup d'engouement autour du football en Syrie, ce que je ne m'attendais vraiment pas. J'ai été là-bas, quand j'ai vu tous les stades remplis à chaque match et les supporters dans la rue, je me dis, il y a vraiment de l'engouement autour de ça. Finalement, vous avez choisi la Syrie, vous avez une trentaine de sélections pour ce pays-là. La Syrie qui a disputé récemment un barrage qualificatif pour le Mondial 2018 en Russie face à l'Australie, un barrage perdu. Quel regard vous portez sur cette défaite un peu décevante, je suppose, pour tout un peuple? D'un côté, tout le peuple est très fier parce que ce qu'on a réussi à accomplir, et vu la situation du pays pour le moment, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Vous êtes passé tout près de l'exploit. Pour un but, pour quelques centimètres, on aurait pu faire créer l'histoire. Vous avez touché le poteau en toute fin de match. 119e ou quelque chose comme ça. Et tu te dis, c'est dommage d'être si près du but et de passer à côté, quoi. Vous pensez qu'un jour la Syrie va parvenir à se qualifier à une Coupe du Monde? Quand je vois le potentiel des joueurs qu'on a pour le moment en Syrie, j'y crois. On va revenir sur votre parcours personnel. À 15 ans, donc vous l'avez dit, vous intégrez le RSD Jet. Ensuite, vous prenez la route de l'Union Saint-Gilloise, de Roulers, du GBA ou encore de Lokeren. Vous partez, à part après tenter l'expérience, à l'étranger, comme aux Pays-Bas, comme en Grèce, en Turquie ou encore au Qatar. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toutes ces trajectoires différentes? Bon, ce qui m'a marqué, c'est les différentes cultures et aussi ce que j'ai gagné aussi avec l'équipe nationale de Syrie. Quand tu vas dans d'autres pays, vraiment voir d'autres pays, d'autres religions, d'autres cultures, d'autres footballs, quoi. C'est très intéressant et ça t'enrichit aussi parce que j'ai appris le néerlandais. J'ai appris l'anglais, l'arabe un peu qui est revenu avec l'équipe nationale et c'est tout du positif, quoi. Et il y a un club en particulier qui vous a réellement marqué? Ouais, pour moi, ce que j'ai fait à Roda, c'était vraiment quelque chose de grand parce que comme Richard disait, il y a des hauts et des bas dans le football. C'est difficile d'avoir une ligne constante, quoi, surtout pour un attaquant de marquer dans chaque club 20 buts à chaque saison. Et quand j'étais à Roda, je retombais vraiment bas. C'est devenu, parce que je suis parti à Lokeren, je pense. J'avais une année difficile à ce moment-là à Lokeren. On avait changé 3-4 entraîneurs, jouais plus milieu droit. En fin de compte, tu te retrouves back droit. Et j'avais deux saisons difficiles, quoi. Et tu redescends et pour te relancer, j'arrive à Roda et en un an, je marque 25 buts. Dans l'histoire, je bats le record du club, quoi, en marquant 25 buts. Et tu viens de nulle part, c'est vraiment quelque chose... Je suppose. Pour conclure notre émission, Richard et Sana, qu'est-ce qu'on pourrait brièvement vous souhaiter pour l'année 2018? Assez rapidement. Moi, personnellement, sauver le club cette année, car on est mal classé.
Et pour les 125e anniversaire du club, je ne peux pas faire ça au président. Et voilà, j'aimerais bien qu'on se sauve cette année. Sana, Moi, c'est surtout la bonne santé, c'est le principal. c'est le principal. Et enfin, David, je crois que vous aviez peut-être un petit mot personnel ou... Ben oui, parce que Malky et moi, nous sommes mariés tous les deux en 2017, pas ensemble, hein, je vous rassure. Richard a décidé de nous imiter en 2018, donc à lui et à Corinne, avec un peu d'avance, tous nos voeux de bonheur. C'est sur ces derniers mots qu'on va conclure notre émission. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et d'être venus sur notre plateau. Merci à vous aussi de nous suivre chaque semaine sur BX1. Vous retrouverez Jordi Garcia à la présentation des 2 prochaines émissions. Quant à moi, je vous retrouverai fin janvier. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.